Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Maslow Imo. Je suis Aurélien, conseiller en gestion de patrimoine chez Maslow. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo afin de permettre de découvrir au plus grand nombre la gestion de patrimoine, la manière dont des personnes peuvent solliciter des conseils en gestion de patrimoine. L'idée d'aujourd'hui, c'est de prendre un cas client concret. On a décidé de prendre un cas le plus vaste possible afin de identifier plusieurs sujets autour de la gestion de patrimoine qui peuvent correspondre à certains d'entre vous. Donc on va prendre aujourd'hui la situation d'un foyer que j'ai eu l'occasion de rencontrer et d'accompagner dans la gestion de leur patrimoine. On va réaliser ensemble donc un audit de leur patrimoine, de leurs finances, des revenus, de la fiscalité, etc. Et à la fin de cet audit du patrimoine, on va essayer de déterminer ensemble une stratégie patrimoniale qui peut leur correspondre en fonction de leur situation, de leurs objectifs, de leurs moyens mobilisables, des horizons de placement, etc. etc. Donc, ce que je vous propose de commencer pour aujourd'hui, c'est de réaliser l'audit patrimonial de ces personnes-là. C'est un couple qui est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquis, donc le régime matrimonial qui est le plus commun, souvent celui qu'on utilise sans forcément faire un contrat de mariage chez un notaire. Pour le coup, ils ont rencontré un notaire avec lequel ils ont réalisé une donation au dernier vivant. On pourra revoir un petit peu après ce à quoi ça peut correspondre, cette libéralité qui a été consentie. Ce couple marié donc, a deux enfants aujourd'hui qui ont 6 et 8 ans. Et au niveau professionnel, ils sont tous les deux en CDI. Au niveau des revenus et de la fiscalité, la première personne du couple gagne aujourd'hui 146 000 € environ net annuel et la deuxième personne 90 000 €. Tous deux ne font pas les frais réels, pour rappel, on a la possibilité, si toutefois notre lieu professionnel est loin du domicile, on peut déclarer aux frais réels les déplacements kilométriques, etc. etc. Donc là, pour le coup, on a un abattement en fait, de 10% forfaitaire en fonction des revenus qui s'appliquent. Et c'est ça qui détermine donc, le salaire net imposable au niveau des revenus d'activité professionnelle. Toujours dans la partie des revenus, on va aller chercher est-ce qu'il y a d'autres sources de revenus dans le foyer. Effectivement, dans ce cas, oui. On a donc des revenus fonciers nets d'environ 17 000 €, donc qui doit certainement correspondre à des loyers, en tout cas des investissements immobiliers. Donc on pourra juste après déterminer quelle est la fiscalité de ces loyers-là. Donc c'est ça qui détermine le revenu brut global. Et en fonction de ce revenu brut global, les impôts font un calcul de l'impôt sur le revenu. On regarde s'il y a des charges déductibles avant le calcul de l'impôt sur le revenu. Et en l'occurrence, là, dans ce cas-là, on n'a pas de charge déductible. Donc, on a un revenu imposable de 231 257 €. Et donc, ce qui détermine un impôt sur le revenu avant réduction ou crédit d'impôt de 59 755 €. Alors, comment on trouve ces 59 755 € En France, on a donc un système de l'impôt qui est progressif, ce qu'on appelle progressif, c'est-à-dire que les revenus ne sont pas soumis au même taux d'imposition, en l'occurrence tranche marginale d'imposition. Donc, s'applique un calcul où, si je reviens en arrière, donc on va prendre les 231 257 € et sur ces 231 757 €, on va appliquer différents taux marginal d'imposition. En l'occurrence, les 22 premiers 1 000 € dans cette situation ne sont pas imposés. Donc, dans mes 231 257 €, mes 22 588 premiers euros ne sont pas imposés. Ensuite, tous les revenus qui se situent entre 22 588 et 57 594 €, eux, sont imposés à 11%. Donc, dans cette tranche, on a un petit peu plus de 35 000 € qui sont imposés à 11%, ce qui fait du coup une somme de 3 851 € pour cette tranche-là. Et du temps qu'on n'a pas épuisé les revenus globaux du foyer, on continue à monter en tranche. En l'occurrence, la troisième tranche, celle qui se situe entre 57 500 et 164 600 €, ces revenus-là, eux, sont imposés à 30%.
Donc, dans cette tranche-là, on a, dans cet exemple, 107 000 € fois 30%, donc ça nous fait 32 000 €. Et du temps qu'on n'a pas épuisé les 231 000 € au global, on continue. Et là, en l'occurrence, le foyer en fait, se situe sur ce qu'on appelle une tranche marginale d'impôt de 41%, c'est-à-dire que les plus hauts revenus entre 164 000 et 231 000 sont imposés à 41%. Et donc là, on a dans ces 231 000 €, 66 000 € qui sont imposés à 41%, ce qui nous fait un impôt pour cette tranche-là de 27 000 €. Et puis ensuite, on accumule l'ensemble des calculs de l'impôt de chaque tranche, ce qui fait bien les 59 755 €. Alors pour rentrer vraiment en détail, les tranches marginales d'impôt, donc eux, sont calculées, donc la tranche la plus basse et la tranche la plus haute, sont calculées en fait en fonction du foyer fiscal et en l'occurrence, combien de parts fiscales j'ai dans mon foyer. Donc pour une personne célibataire, on a une part fiscale. Pour un couple marié, on a 2 parts fiscales. Et pour un enfant, on a une demi-part fiscale en plus. Le deuxième enfant, une demi-part fiscale en plus. Et le troisième enfant, lui, ouvre droit à une part fiscale supplémentaire. Donc là, dans mon exemple, du fait qu'ils sont mariés avec 2 enfants, j'ai donc 2 parts fiscales plus 2 enfants fois une demi-part fiscale, donc j'ai 3 parts fiscales. Et ensuite, je vais en fait calculer mes tranches marginales d'impôt, donc à vérifier chaque année quelles sont les tranches marginales d'impôt, parce que pour le coup, elles évoluent tous les ans. Et donc, si je multiplie mes tranches marginales d'impôt fois le nombre de parts fiscales, en l'occurrence pour une personne célibataire, si je prends la première tranche, c'est entre 0 et 11 700 € environ. Donc là, je vais multiplier mes 11 700 € par le nombre de parts fiscales, ce qui me fait mes 33 882 € que vous voyez sur le tableau du bas. Donc, on comprend que quand j'ai des enfants et une demi-part fiscale en plus ou une part fiscale en plus, automatiquement, pour un même source de revenus, mes tranches augmentent et donc je peux payer moins d'impôts. En l'occurrence, cet avantage fiscal-là, lui, est plafonné, c'est-à-dire qu'une demi-part fiscale en plus ne peut pas donner droit à plus de 1 758 € pour l'année 2023 de réduction d'impôt. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, on fait 2 calculs de l'impôt sur le revenu. On fait un premier calcul avec, dans cette situation, 2 parts fiscales, donc une augmentation des tranches marginales d'impôt de x2. Je fais un autre calcul avec une augmentation des tranches d'impôt de x3 pour 3 parts fiscales. Je regarde la différence entre les deux et dans mon tableau du haut, où j'ai fait une multiplication par 2 des tranches marginales d'impôt, je donne droit à une réduction d'impôt de maximum 1 750 € sur mon calcul et je vais regarder du coup, malheureusement, lequel est le plus haut. Et donc, c'est effectivement le tableau du haut où j'ai comme si j'avais 2 parts fiscales, mais avec une réduction de 1 750 € par enfant qui est retenue dans ce cas-là. Donc, ce qu'on peut se dire par rapport à ça et identifier, c'est que ces personnes-là donc, sont sur une tranche marginale d'impôt de 41%. Ça veut dire que tout euro supplémentaire de revenus est imposé à 41%. Donc c'est important de le notifier si toutefois on cherche à travailler et maîtriser sa fiscalité. Et dans la situation de ces personnes-là, il n'y a pas forcément d'évolution à prendre en compte dans les prochains temps, c'est-à-dire des évolutions professionnelles ou alors des évolutions effectivement en termes d'enfants dans le foyer, etc. Donc on a une situation plutôt stable en termes de fiscalité et donc à retenir que ces personnes sont sur une tranche marginale d'impôt de 41%. Je reviens également sur le détail des revenus. On a vu tout à l'heure que les revenus fonciers, à hauteur de 17 000 € rentrent dans le revenu imposable. Et en l'occurrence, ces revenus fonciers donc, viennent se rajouter aux revenus d'activité, donc viennent être imposés dans cette situation à la tranche marginale d'impôt de 41%. Mais on paye également les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers. Donc, ce qui veut dire que la partie des 17 000 € de revenus fonciers, elle génère un impôt de 41% plus 17,2%, donc 58,2% de ces revenus fonciers sont de l'imposition. Donc on voit qu'il y a une pression fiscale assez importante sur les revenus fonciers nets. En l'occurrence, les revenus fonciers font partie des revenus qui sont le plus fiscalisés en France. Donc on peut potentiellement avoir un effet de levier sur cette partie-là.
Au niveau du patrimoine de ces personnes-là, ils sont donc propriétaires de leur résidence principale, ce qui constitue en fait l'immobilier d'usage. Si par exemple vous avez une résidence secondaire que vous ne mettez pas en location, on va également la considérer en tant qu'immobilier d'usage. Et on constate en bas, donc dans le passif, qu'il y a également un crédit associé à cette résidence principale. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, le passif, en tout cas les capitaux restants dus sur ce prêt résidence principale, sont de 541 000 euros. On constate qu'il y a évidemment de l'immobilier de rapport. Donc pour rappel, le bénéfice foncier que nous avons vu tout à l'heure, finalement, provient certainement de ces immobiliers de rapport, donc un T4 et un T2, qui sont tous les deux en location. Et donc je l'ai appris par la suite. En fait, le T4 constituait l'ancienne résidence principale de ces personnes-là, et puis ils ont décidé de changer de résidence principale et mettre en location cet appartement. Donc, on a en termes d'immobilier la résidence principale, en termes d'immobilier de rapport, un T4, un T2. Également sur le T2, on constate qu'il y a toujours un financement avec des capitaux restants dus de 80 000 euros. C'est ce qui constitue le patrimoine immobilier de ces personnes-là. Et un patrimoine, il est constitué d'immobilier et de financier, et en l'occurrence sur la partie financière, on a donc des liquidités, ce qu'on appelle court et moyen terme. Donc vous retrouvez l'ensemble des comptes courants, des livrets A, des LDD, des PEL, d'autres comptes surlivrés, etc. On peut retrouver également dans les liquidités moyen terme tout ce qui peut être par exemple plan d'épargne action, compte titre, private equity, etc. Et on constate que dans les liquidités long terme, il y a donc un contrat d'assurance vie qui a été souscrit par l'une des deux personnes de ce foyer à concurrence de 10 000 euros. Tout ce qu'on peut se dire sur cet audit du patrimoine. Déjà, dans un premier temps, c'est un patrimoine, à savoir pour donner un élément de comparaison, le patrimoine brut moyen d'un foyer en France est d'environ 490 000 euros. Donc ces personnes-là ont un patrimoine supérieur à la moyenne en France. Ils utilisent l'effet de levier du crédit. Donc quand j'investis dans l'immobilier locatif, j'emprunte de l'argent à de la banque et je le fais travailler pour mon propre compte. Donc là, en l'occurrence, on a un T2 sur lequel il y a toujours un financement, donc avec cet effet de levier du crédit. Donc c'est des bons points dans ce patrimoine-là. On constate cependant, mais c'est normal dans la constitution d'un patrimoine et souvent au début, que le patrimoine est fortement exposé sur l'immobilier. Donc après, évidemment, cette exposition, elle dépend de là où on habite. Une résidence principale, si je prends la métropole où on est aujourd'hui de Lyon, la valorisation d'une résidence principale à Lyon n'est pas la même que dans d'autres villes, dans d'autres endroits en France. Donc il peut y avoir évidemment une prépondérance sur l'immobilier en fonction de là où j'habite. Mais cependant, donc, on a potentiellement une piste de réflexion à voir si on veut équilibrer son patrimoine. Peut-être une exposition sur du financier à moyen long terme. Si je zoome donc sur la partie financière, on constate que le financier est plutôt exposé sur des liquidités court et moyen terme. Alors il faut toujours avoir évidemment des fonds disponibles sur les livrets A, les LDD, etc. Ce qu'on appelle plutôt pour du matelas de sécurité. Donc pour se sentir en sécurité, si demain il m'arrive un scénario le pire possible, entre guillemets, de combien moi je souhaite conserver de liquidité sur les livrets A, sur les LDD, sur vraiment des choses très disponibles pour me sentir en sécurité. Donc ça, c'est une question que je vous invite à vous poser. Elle est vraiment personnelle et propre à chacun. Évidemment, c'est une question que j'ai pu poser à ces personnes-là pour constater et voir s'il n'y avait pas un sujet justement à arbitrer une partie de ces liquidités sur d'autres solutions de placement qui peuvent répondre à leurs objectifs et essayer d'en apporter aussi un rendement, parce qu'on constate que au final, il y a donc eu une accumulation de revenus sur les comptes courants. La simple et bonne raison était que l'ensemble des livrets A et LDD étaient plafonnés et aujourd'hui, c'était des personnes qui recherchaient des informations sur comment ils pouvaient valoriser, arbitrer leur patrimoine pour répondre à leurs objectifs. Voilà tout ce qu'on peut se dire sur cet audit du patrimoine. Dans les grandes lignes,
une exposition, mais c'est normal, un peu importante sur l'immobilier, des liquidités peut-être à retravailler sur d'autres solutions de placement. Voilà pour ça. Je continue parce que c'était donc un objectif de ces personnes-là au niveau de la transmission de leur patrimoine. Comment ça se passe? Donc, comment ils peuvent arbitrer, mettre en place des solutions pour transmettre dans les meilleures conditions leur patrimoine à leurs enfants. Et pour ce faire et pour avoir un cadre de référence, on peut réaliser un calcul des droits de succession si toutefois il arrive quelque chose à ce couple demain. Donc pour expliquer comment fonctionne dans les grandes lignes le calcul des droits de succession. On prend donc la situation matrimoniale des personnes qu'on rencontre. On prend donc en compte le nombre d'enfants, le nombre d'héritiers. Donc en l'occurrence, un couple marié sous le régime de la communauté réduite aux acquis avec 2 enfants. On prend en compte l'information, est-ce qu'il y a eu des donations qui ont été faites antérieurement. Pour rappel, donc aujourd'hui, on a le droit de donner ou de transmettre jusqu'à 100 000 € par enfant et par parent, et ça tous les 15 ans. Donc c'est actuellement les lois qui le disent. Évidemment, ces 100 000 €, ce délai, peuvent évoluer en fonction des projets de loi de finances et de la fiscalité. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas de donation antérieure qui a été réalisée aux enfants. On prend donc la masse successorale commune qui représente 1 909 000 €. Alors, je m'explique pour ce montant-là. Au niveau de l'immobilier, donc quand j'emprunte pour acheter une résidence principale ou un investissement locatif, j'ai donc des assurances emprunteurs. Si toutefois il m'arrive quelque chose, je peux être assuré sur le crédit. Donc, s'il y a par exemple un décès dans le foyer fiscal et que le défunt était assuré à 100%, et ben, l'assurance rembourse les capitaux restants dus. Donc, au final, on ne prend pas le patrimoine net, on prend plutôt le patrimoine brut, car, voilà, comme je viens de le dire, les capitaux restants dus sont protégés au niveau des assurances emprunteurs. On met de côté la partie des contrats d'assurance vie qui, elle, a une autre fiscalité qu'on pourra revenir en arrière. Donc, au niveau du patrimoine brut, où on était à 1 919 000 €, on met de côté l'assurance vie. Donc, on a bien une masse successorale commune de 1 909 000 €. Marié sous le régime de la communauté réduite aux acquis, on constate, c'est possible dans ce contrat de mariage s'il y a des masses successorales propres. Par exemple, si l'un des 2 conjoints a eu un héritage, c'est plutôt des fonds propres qui rentrent dans le patrimoine. Là, en l'occurrence, on n'est pas concerné par ça. On prend donc en compte l'âge d'un premier, du deuxième décès. Ce qui va donc déterminer comment va être démembré, par exemple, des biens immobiliers lors d'une succession, une transmission. Donc, on a bien pris en compte sur le tableau de droite les fonds qui ont été disposés sur le contrat d'assurance vie. On pourra revenir peut-être par la suite ou peut-être dans une autre vidéo ce qu'il y a à prendre en compte au niveau des dates de versement, etc. sur le contrat d'assurance vie. Bon, là, en l'occurrence, c'est des fonds qui ont été versés après 98 et avant les 70 ans de l'assuré. Comment se passe la transmission du patrimoine lors d'un premier décès? Au niveau, par exemple, du patrimoine immobilier et des liquidités court et moyen terme, je reviens sur la libéralité qui a été consentie par le foyer, qui est la donation au dernier vivant. Le conjoint survivant, en fait, peut opter, par exemple, et c'est souvent ce qui peut être préconisé. Alors, je vous invite à vraiment vous rapprocher d'un professionnel, par exemple un notaire qui peut vous aiguiller sur le choix de la répartition du patrimoine lors d'un premier décès. Dans cet exemple, on a pris, donc le conjoint survivant prend pour 100% en usufruit du patrimoine du défunt, ce qui permet, par exemple, sur de l'investissement locatif, si le conjoint survivant prend 100% en usufruit, il pourra continuer à percevoir 100% des loyers, ce qui peut lui faire un revenu complémentaire par la suite. Et donc, la nue propriété des biens immobiliers est transmise aux enfants, la nue propriété de la partie du patrimoine du défunt. Donc, on prend la masse successorale commune sur laquelle donc, on détermine la masse taxable au premier décès, en l'occurrence la valorisation de la nue propriété, donc celle qui va être transmise aux enfants, elle se fait en fonction de l'âge du décès.
Donc, pour rappel, la valorisation de la nue propriété, on pourra peut-être vous mettre un tableau récapitulatif des valorisations des nues propriétés usufruitiées en fonction de l'âge de la donation ou de la transmission. Et donc, en l'occurrence, le premier décès intervient entre les 41 et les 51 ans du défunt. Donc, la valorisation de la nue propriété, ce qui est transmis comme patrimoine aux enfants, vaut 40%. Donc, 1 909 000 € de masse successorale commune que je divise en deux parce que donc il y a la moitié qui appartient à la première personne du couple, la deuxième moitié à la deuxième personne. Et donc, sur cette moitié-là de 1 909 000 €, on attribue la nue propriété 40% de cette moitié-là, ce qui nous fait donc la masse taxable du premier décès de 381 800 €. Cette masse taxable est ensuite répartie entre les héritiers, en l'occurrence les deux enfants, ce qui fait une masse par enfant de 190 900 €. Donc on a divisé les 381 800 par deux. Et parce qu'il n'y a pas eu de donation antérieure les 15 dernières années aux enfants, on utilise donc l'abattement des 100 000 € que j'ai dit tout à l'heure sur cette masse taxable de 190 000. Donc on a au final une masse taxable par enfant de 90 900 € après abattement. Au même titre que l'impôt sur le revenu, le calcul des droits de succession se fait selon des tranches. Donc, en fonction de la masse taxable, on n'est pas soumis au même taux d'imposition. Et donc, le calcul des droits de succession se fait de cette manière-là, c'est-à-dire que les 8 premiers 1 000 € sont imposés à 5% dans cette masse taxable par enfant. Entre 8 000 et 12 000, on est imposé à 10%. Entre 12 000 et 15 932, on est imposé à 15%. Et ensuite, tout ce qui se situe entre 15 000 et 552 000 € de masse taxable par enfant est imposé à 20%. Donc, on se rend compte qu'on arrive rapidement sur la tranche de 20%. Donc, chaque enfant devra s'acquitter d'un impôt de 16 374 € dans cet exemple, ce qui fait un total de droits de succession lors d'un premier décès de 32 749 €. Et donc ce montant-là est hors frais de notaire, hein, et on n'a pas pris en compte, parce que ce qui peut se passer également, c'est donc un forfait mobilier qu'on n'a pas pris en compte dans cet exemple. Bon, le plus important est d'avoir les ordres de grandeur et est-ce qu'on a des moyens d'agir sur ces droits de succession, en tout cas l'organisation de la transmission. On fait le même exercice pour un second décès. Donc en l'occurrence, on a la masse taxable du second décès de 954 000 € que vous voyez sur le tableau en bas à droite. Là, en l'occurrence, lors du second décès, on n'a pas de démembrement sur les biens immobiliers. Donc c'est la masse successorale commune, en tout cas la partie du deuxième décès qui est totalement transmise aux enfants en pleine propriété, ce qui fait donc une masse par enfant de 447 000 €. On utilise également les abattements des 100 000, donc au final, on a une masse taxable par enfant de 377 000 €. On fait le même exercice donc avec le même tableau, ce qui nous fait donc un total des droits de succession pour le second décès de 147 000 € et ce qui nous fait donc un cumul lors des deux décès de 180 000 €. Donc ce constat des droits de succession nous permet d'avoir plusieurs pistes de réflexion. La première, c'est que ce qui a été plutôt bien fait dans le patrimoine, c'est qu'on constate qu'au final, les contrats d'assurance vie, eux, sortent des droits de succession. Donc c'est-à-dire que pour tous les versements qui ont été faits avant 70 ans et après 1998, on peut bénéficier d'un abattement supplémentaire dédié au contrat d'assurance vie de 152 500 € par bénéficiaire. Donc en l'occurrence, si toutefois cette clause bénéficiaire a vérifié la clause bénéficiaire que vous avez sur un contrat d'assurance vie, mais si cette clause bénéficiaire est par exemple les enfants directement, on pourrait bénéficier via les contrats d'assurance vie de un peu plus de 305 000 € d'abattement supplémentaire sur les droits de succession. C'est le premier point au niveau des contrats d'assurance vie et de la piste de réflexion qu'on pourrait avoir dans la stratégie patrimoniale. Le deuxième point, c'est que, évidemment, on fait un constat à l'heure d'aujourd'hui, l'idée étant de pouvoir continuer à travailler sur son patrimoine, mais la valeur de la nue propriété, elle, va augmenter
au fil des années, en l'occurrence par tranche de 10 ans. Donc, c'est-à-dire que le calcul des droits de succession, la masse taxable, par exemple, au premier décès, et donc la masse taxable par enfant au premier décès, elle risque d'augmenter par la valorisation de la nue propriété qui, elle, augmente de 10% tous les 10 ans. Donc, si on envisage, si on simule une transmission du patrimoine, une succession du patrimoine, vous voyez, entre 70 et 80 ans ou entre 80 et 90 ans, la valeur de la nue propriété, elle, vaudra 70%, 90%. Et donc, automatiquement, ça risque d'augmenter le calcul des droits de succession. Donc, les 180 000 euros que nous avons là au global fait un constat pour une succession du patrimoine, une transmission du patrimoine à l'heure d'aujourd'hui, mais ça risque d'augmenter dans le temps, également aussi par le maintenir, enfin en tout cas continuer à développer le patrimoine par rapport à ça. Donc, à garder en tête, c'est important de faire le point par rapport à ça. On a parlé tout à l'heure de la fiscalité. On peut faire aussi en détail un calcul de rentabilité. Donc, voir ensemble les notions rentabilité brute, nette, rentabilité nette après impôt, taux de rendement interne. Donc, on peut regarder ça. Au niveau du T4, de l'investissement locatif, sur lequel, je rappelle, il n'y a plus de crédit associé à cet investissement-là, on a donc un loyer annuel de 21 600 euros. Donc, c'est dans la case des recettes. Dans la case des dépenses, on a des frais de gestion, donc une société de gestion qui s'occupe du bien, de trouver un locataire, de s'occuper du bien, de la gestion courante. On a donc en termes de frais toujours de dépenses des assurances à concurrence de 250 euros par an, quelques dépenses d'entretien courant, environ 450 euros par an. On a également la taxe foncière, 1 240 euros, et puis des charges de copropriété qui sont récupérables sur le locataire, la partie du propriétaire, de environ 1 300 euros par an. Donc on a un total de dépenses de 6 140 euros. En l'occurrence, cet appartement donc, est loué nu. Pour le coup, pour ceux qui connaissent peut-être certains avantages au niveau du meublé, là, on est sur une typologie d'appartement qui se prête pas vraiment au meublé ou peut-être en colocation, mais pour le coup, dans le secteur dans lequel se situe cet investissement, on n'a pas forcément une demande importante en termes de colocation. Donc cet appartement reste loué dans le nu. Et ce qui se passe en termes de régime fiscal, c'est donc on va prendre l'ensemble des loyers, on va les soustraire par l'ensemble des dépenses qui a été réalisées dans l'année. C'est ce qui nous détermine le bénéfice foncier, 15 460 euros par an. Donc si on revient un petit peu en arrière au niveau des revenus et de la fiscalité, on constate qu'il y avait donc des revenus fonciers nets de 17 071 euros. Et donc ces 17 000 euros sont en grande partie dus à cet investissement sur le T4, 15 460 euros. Et donc, on a refait en détail le calcul de l'impôt sur le bénéfice foncier. Donc, pour rappel, le calcul de l'impôt sur le bénéfice foncier, c'est le bénéfice foncier que j'ai dans l'année fois ma tranche marginale d'impôt la plus haute, là en l'occurrence, c'est 41%, plus prélèvements sociaux 17,2%. Donc, cet investissement locatif génère pas loin de 9 000 euros d'impôts supplémentaires dans ce foyer fiscal. On peut donc, grâce à ça, calculer plusieurs rentabilités. La première qui est la rentabilité brute. Comment on calcule la rentabilité brute? C'est le loyer que je perçois par rapport à la valeur du bien immobilier. Donc, je prends les loyers 21 600 euros que je divise par les 560 000 euros. Là, en l'occurrence, on a une rentabilité brute de 3,8%. La rentabilité nette, c'est la rentabilité, donc les loyers moins les dépenses, divisé toujours par la valeur du bien immobilier. Donc les 21 600 moins les 6 140, ce qui nous fait donc 15 460, ce qui correspond au bénéfice foncier en l'occurrence. Donc les 15 460 que je divise par 560 000, ça fait donc 2,7% de rentabilité nette. Et peut-être ce qui est le plus important à regarder, c'est la rentabilité nette d'impôt, donc c'est-à-dire que les 15 460 euros, au final, je ne les ai pas réellement sur mon compte courant. Là-dessus, je vais payer de l'impôt. Donc, on soustrait ce bénéfice foncier par l'impôt, ce qui nous fait, in fine, une rentabilité nette d'impôt de 1,1%. Alors, c'est des indicateurs à prendre en compte, évidemment, dans le choix d'un investissement locatif. Est-ce que je me penche plutôt sur cet investissement-là ou celui-ci ?
Peut-être ce qui est intéressant de recalculer, c'est le taux de rendement interne de l'opération. Et le taux de rendement interne, c'est combien j'ai mis d'apport au début dans mon investissement, combien j'ai mis tous les mois dans mon investissement locatif. Donc quand j'ai pris les recettes, les dépenses, l'impôt, le crédit, combien ça m'a coûté tous les mois cet investissement locatif. Et sous une période de 10 ans, de 15 ans, si je revends mon bien, combien j'en ressors de capital. Et au final, je trouve que le taux de rendement interne est l'un des indicateurs quand même le plus à regarder, parce que même si on a une rentabilité nette d'impôt aujourd'hui de 1,1%, peut-être que ça a été, et très certainement ça l'a été, une très bonne opération, parce que c'est un bien au final qui a pris énormément de valeur sur une durée de 10 ans. Et en tout cas, ces indicateurs-là, le taux de rendement interne, est-ce qu'il a été intéressant? La rentabilité aujourd'hui de l'opération, est-ce qu'elle est toujours intéressante? Peut nous permettre de prendre des décisions et se dire, bon, bah là, j'ai fait une bonne opération, peut-être que c'est le moment d'arbitrer mon patrimoine et de réarbitrer sur d'autres solutions. On fait le même exercice pour le T2 qui se situe dans une autre ville. On prend les recettes, donc le loyer, 6 100 €. Ce T2 est également loué au régime du foncier. Et on soustrait à ces recettes les dépenses, donc même chose, la gestion, les assurances, l'entretien courant de l'appartement, à la charge du propriétaire, la taxe foncière, les charges de copropriété. En l'occurrence, sur cet investissement, il y a toujours un financement associé à ce locatif. Donc, on a la possibilité de déduire les intérêts d'emprunt et les assurances emprunteurs de mes loyers, ce qui permet de déterminer donc, le bénéfice foncier, en l'occurrence sur cet investissement de 2 900 €. Et donc, on fait le même exercice, calcul de l'impôt sur le revenu, combien cet investissement génère de fiscalité. Donc, le bénéfice foncier fois la tranche marginale d'impôt plus les prélèvements sociaux. On a en l'occurrence sur cet investissement-là un impôt de 1 687 €. Je ne reviens pas donc sur le calcul des rentabilités brutes, nettes et nettes d'impôts. On a donc une rentabilité brute de 4,3% et une rentabilité nette d'impôt de 1,7%, donc un petit peu mieux que l'autre investissement. Et même question à se poser, est-ce que mon bien a pris de la valeur? Est-ce que mon taux de rendement interne est bon? Et est-ce que aujourd'hui la rentabilité nette d'impôt reste intéressante, et comment je peux travailler, booster cette rentabilité si toutefois je ne souhaite pas forcément revendre mon bien immobilier? On le sait, sur le marché de l'immobilier, il y a certains cycles, il y a des moments qui sont plus propices à vendre des biens que d'autres moments. Et en l'occurrence, on peut, si toutefois on ne souhaite pas revendre le bien immobilier, si dans mes projets patrimoniaux, peut-être que ce T2, on souhaite le récupérer un moment pour en faire la résidence secondaire, donc on souhaite le conserver, est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers d'action pour peut-être booster la rentabilité nette d'impôt? Et ça, donc, on va le voir au niveau de la stratégie patrimoniale. En l'occurrence, au fil des discussions, on a donc décidé de ne pas forcément revendre ses biens immobiliers, donc essayer de trouver des axes d'amélioration pour booster les rentabilités nettes après impôt, parce qu'au final, la rentabilité est plutôt impactée, en tout cas fortement impactée par l'impôt sur le revenu, car évidemment, comme on l'a vu juste avant, la tranche marginale d'impôt est plutôt élevée. On fait également dans l'audit du patrimoine un calcul du taux d'endettement. Est-ce que j'ai la possibilité d'utiliser l'effet de levier du crédit peut-être en vue d'autres investissements locatifs? Comment se calcule le taux d'endettement? On prend les revenus, donc les salaires du déclarant 1, du déclarant 2. On prend en compte donc les loyers issus des investissements locatifs qu'on peut pondérer à 70%. Alors aujourd'hui, il peut y avoir certaines banques qui prennent en compte l'ensemble des loyers, 100% des loyers. Là, en l'occurrence, pour ce calcul du taux d'endettement, on a donc pris 70% des loyers, ce qui fait un total de revenus de 21 398 € par mois. Et on prend en compte donc, dans la colonne des dépenses, ou du moins des charges, l'ensemble des crédits. Et là, en l'occurrence, sur les crédits, on a la mensualité de la résidence principale de 3 111 €, la mensualité de l'investissement locatif de 792 €, ce qui fait un total de charges de 3 903 €. Dans cette situation,
on n'a pas d'autres crédits, mais peut être pris en compte dans le calcul du taux d'endettement les crédits immobiliers, les crédits travaux, voitures, LOA, etc. Donc tout ça, c'est des charges qui sont pris en compte dans le calcul du taux d'endettement. Et donc dans cette situation, on a un taux d'endettement de 18%, ce qui peut potentiellement nous permettre de continuer dans le souhait de développer toujours son patrimoine, utiliser l'effet de levier du crédit, car les banques aujourd'hui doivent répondre à un critère de ne pas dépasser 35% du taux d'endettement. Donc là, en l'occurrence, ça nous permet d'avoir une possibilité d'utiliser le crédit dans l'accomplissement des objectifs patrimoniaux. Au niveau de l'audit du financier, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On constate que aujourd'hui, on a des liquidités qui sont principalement exposées sur du court et du moyen terme, sur des solutions qui ne sont pas forcément très valorisantes en termes de rentabilité. En l'occurrence, on a une accumulation sur du compte courant, donc c'est tout simplement 0% de rentabilité sur ces liquidités-là, un petit peu de valorisation sur les livrets A, PEL et haute livrée. Après, les rentabilités, c'est des solutions qui sont très sécuritaires, mais qui n'offrent pas une valorisation de son épargne importante à moyen long terme. Même si le livret A, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, est à 3%, il y a des possibilités à ce que ce taux de rendement du livret A baisse dans les prochains temps en fonction des choix qui peuvent être faits au niveau de l'inflation, etc. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, ces livrets permettent d'avoir un matelas de sécurité si demain je dois changer de voiture, si demain j'ai une machine à laver qui tombe en panne. Très simplement, avec le téléphone, on peut disposer de cette épargne-là sur le compte courant. Donc toujours en avoir suffisamment pour se sentir en sécurité et du coup après déterminer effectivement combien on peut remobiliser peut-être pour inscrire d'autres liquidités sur des projets à moyen long terme. En parlant de projet, donc le souhait de ces personnes-là était de continuer à développer leur patrimoine, en tout cas construire un capital pour la retraite, donc c'est-à-dire en vue peut-être d'avoir un revenu complémentaire à la retraite. On sait qu'aujourd'hui, quand on passe à la retraite, on a une certaine perdition de revenus, donc peut-être essayer de trouver d'autres possibilités d'avoir un complément de revenus par rapport aux pensions de retraite qu'on peut espérer avoir et en fonction de quand est-ce que je pars à la retraite. Toujours dans cet objectif de capitaliser, de construire un capital aussi pour financer les études des enfants. En fonction, alors évidemment les enfants ont 6 et 8 ans, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire comme études, mais plutôt on s'y prend. Au mieux, on peut anticiper des longues études qui peuvent parfois coûter. On sait qu'aujourd'hui, en fonction des études qu'on choisit, il peut y avoir déjà le coût si c'est une école privée, le coût du logement, si mon enfant trouve une école qui n'est pas dans la même ville dans laquelle j'habite, il va y avoir peut-être un loyer à payer. Il va y avoir également tout ce qui est frais du quotidien à lui financer. Donc voilà, construire un capital pour financer les études peut être un objectif patrimonial. En tout cas, je vous invite à vous poser la question si vous avez des enfants le plus tôt possible par rapport à ça. Dans les objectifs, on a donc réduire la pression fiscale. En tout cas, l'objectif est d'utiliser peut-être une partie de l'impôt dans l'accomplissement des objectifs un peu plus propres, un peu plus personnels, dans la retraite, dans le financement des études et dans la stratégie patrimoniale, toujours garder une ligne conductrice au niveau de la transmission du patrimoine ou abaisser les droits de succession, mais c'est aussi ce qui est important quand on parle de transmission de patrimoine. C'est bien de vouloir transmettre son patrimoine, il ne faut pas non plus se démunir, et il faut surtout organiser la transmission du patrimoine. Éviter parfois, et malheureusement c'est ce qui peut arriver dans une famille, des conflits familiaux qui arrivent. Donc voilà, comment je peux organiser mon patrimoine pour que de mon vivant, tout soit préparé et tout soit organisé pour éviter ces sujets-là. Et donc, dans l'accomplissement de ces objectifs patrimoniaux et par rapport au matelas de sécurité que ces personnes souhaitaient conserver, on avait donc des capitaux mobilisables de 280 000 € qui viennent principalement des liquidités court et moyen terme, et puis une épargne mensuelle disponible de 1 700 €.
Ce qui est important de regarder, toujours si on reste dans l'audit du patrimoine, en l'occurrence on n'a pas forcément la slide, mais c'est si je souhaite construire un capital pour financer les études de mes enfants, de combien est mon objectif? Est-ce que chiffrer au maximum vos objectifs, et c'est ça qui permet après de voir si c'est atteignable ou pas. Si dans le scénario le plus extrême, mon enfant fait une école privée dans une autre ville, combien ça va me coûter tous les ans, sur combien d'années, voilà, et en fonction, voir est-ce que c'est atteignable ou pas en fonction des capitaux que j'ai à y consacrer et de l'épargne mensuelle disponible. Courte parenthèse dans cet audit du patrimoine qui, je l'espère, vous intéresse. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous permet de mesurer la satisfaction du contenu qu'on propose sur nos réseaux et sur YouTube. N'hésitez pas également à cliquer sur le lien qu'on vous mettra en description. Si vous souhaitez évidemment avoir aussi un audit de votre patrimoine et des pistes de réflexion quant à vos projets patrimoniaux, c'est gratuit, n'hésitez pas. Nous, notre intérêt en tout cas, c'est de rencontrer de nouvelles personnes. Vous l'aurez compris, on prend aujourd'hui exemple d'un audit du patrimoine et d'une situation assez vaste qui nous permet d'aborder différents sujets, mais chaque cas est particulier. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez également, pour votre situation, avoir un audit de votre patrimoine. On a vu ensemble aujourd'hui l'audit de ce patrimoine et de ces situations-là. On va voir dans une prochaine vidéo la stratégie patrimoniale qui peut être adaptée à cette situation et à ces objectifs. Je vous invite de nouveau à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir la notification de la prochaine vidéo si vous voulez voir la suite. En attendant, bonne journée et à bientôt.